Salut à tous, j'espère que vous avez passé un très bon été. Le mercato de Ligue 1 a fermé ses portes il y a quelques jours et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit bilan ensemble par club du mercato et d'attribuer une note sur 20 à chaque club pour établir un classement général du mercato. Et je vous préviens tout de suite, pour certains clubs, ça risque d'être très salé. Allez, let's go. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Montpellier. Alors, amis montpelliérains, le mercato a dû être long, mais très long pour vous. Il s'est rien passé du côté de Montpellier, en grande partie notamment, je pense, à cause des droits TV qui ont pris du temps à arriver et le fait que les finances à Montpellier ne soient pas au mieux. Mais si vous êtes supporter montpelliérain, déjà, force à vous. Et je veux bien que vous me disiez en commentaire comment vous avez vécu ce mercato, parce que le mercato en général, c'est quand même une période face, il y a pas mal de rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est cool, ça permet de découvrir des joueurs. Et de votre côté, à Montpellier, j'ai absolument rien vu passer. Les quelques rumeurs que j'ai vues en général passer, c'était surtout des rumeurs de départ, notamment Altamari, Chotard, etc. Mais ouais, si on fait le bilan du mercato, bah, à part Maxime Estève qui part pour 12 millions d'euros du côté de Burnley, au niveau des arrivées, c'est ultra faible. J'ai un peu peur pour Montpellier, pour être honnête. L'effectif, c'est pas du tout renforcé. Je trouve que ne pas arriver à faire partir Chotard ce mercato, c'est une erreur, parce que tu aurais pu quand même en tirer un chèque. Je crois que ça parlait entre 7 et 10 millions d'euros, qui, je pense, aurait fait du bien aux finances de Montpellier, et ça t'aurait peut-être permis d'aller chercher deux trois petits joueurs à côté de ça pour renforcer ton effectif, apporter un peu de nouveauté et de fraîcheur. Là, t'arrives pas à faire partir Chotard. L'été prochain, il est à un an de la fin de son contrat. Donc je pense que tu auras du mal à le faire partir pour la même somme. Donc ouais, c'est vraiment un échec de ce côté-là. Et ouais, au niveau de la qualité de l'effectif, bah t'as pas de fraîcheur, t'as pas de nouveauté, t'as pas de renfort. Donc j'ai un peu peur pour Montpellier sur cette saison. Et très honnêtement, si je dois mettre une note à ce mercato de Montpellier, bah j'aurais du mal à aller au-dessus de 3 sur 20, quoi. Je veux dire, il s'est rien passé. Il y a un départ quand même important avec Maxime Estève. Il y a absolument aucune recrue de grande qualité qui va apporter à l'effectif. Donc ouais, c'est peut-être sévère, mais pour moi, c'est la note de 3 pour Montpellier. On passe maintenant au Stade de Reims, et là je ne sais pas si je vais pas paraître un peu sévère, mais je prends aussi en compte qu'historiquement, je trouve, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que le Stade de Reims au niveau du mercato, ça bossait quand même très très bien, et je trouve que ce mercato, ça a été un peu faible, et en deçà des attentes, t'as quand même des départs importants, Abdelhamid qui était quand même un taulier de la défense, alors après t'as Agbadou et Okumu qui restent, et qui sont pour moi des très bons défenseurs centraux de Ligue 1, mais tu perds quand même un leader de vestiaire, tu perds Richardson, qui était un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. D'ailleurs, je suis très déçu qu'il soit pas resté en Ligue 1 et qu'il ait dû partir du côté de la Fiorentina. T'as Kamori Doumbia que tu laisses repartir à Brest, alors pour moi, il aurait eu sa place dans l'effectif du Stade de Reims. Et c'est surtout au niveau des arrivées. Bah, au niveau des arrivées, je trouve que c'est quand même assez faible sur le papier. On a Aurelio Buta qui vient de Francfort, que je connais bien, qui joue en Belgique, qui est pas un mauvais joueur, mais on peut pas dire que ce soit une recrue impressionnante. Et après, t'as l'énigme Gabriel Moscardo, tu sais pas trop dans quel conditions physiques il vient. Du côté du Brésil, quand il a fini la saison dernière en prêt, c'était très compliqué. Il a eu une longue blessure. Donc je ne sais pas si Moscardo va apporter vraiment une plus-value sportive dans l'immédiat au Stade de Reims. Donc ouais, dans la globalité, le mercato du Stade de Reims, je le trouve quand même assez faible. Donc ma note va paraître sévère. Par contre, au contraire de Montpellier, que je trouve vraiment mal embarqué pour le maintien, et je pense que ça va jouer dans les 5 dernières places, je trouve que le Stade de Reims, de base, tu as quand même un effectif de qualité, tu as une ligne offensive avec du Ito, du Nakamura. Au milieu de terrain, tu as du Thomas. Derrière, tu as la charnière centrale qui est très solide. Tu as quand même un gardien avec Eya Fofana qui est un très bon gardien. Donc je pense que Reims va se maintenir sans trop de soucis. Mais voilà, si Reims veut revenir jouer pour moi les places européennes comme ils l'ont joué certaines saisons, il faut qu'il soit peut-être un peu plus ambitieux sur le mercato pour renforcer quelques postes faibles. Donc la note de Reims, je vais donner une note de 6 sur 20, peut-être sévère, mais je note aussi le fait que ce soit décevant par rapport à ce que Reims nous propose d'habitude. Donc voilà, 6 sur 20 pour Reims. On passe maintenant à l'Olympique Lyonnais. Je vais essayer de faire court parce que je pense qu'il y a moyen de faire 10 minutes juste sur l'Olympique Lyonnais tellement il s'est passé de choses ce mercato. Pour moi, c'est compliqué de bien noter le mercato de Lyon pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as des sommes de transferts aberrantes balancées sur des joueurs qui ne sont pas des joueurs premium. Je pense notamment à Niakate, 30 millions d'euros. Je trouve que c'est beaucoup trop. Tu as aussi les options d'achat de Mangala, de Benrahma que tu as dû lever. Donc ils étaient venus en prêt en janvier dernier, prêt payant, et là tu as dû lever les options d'achat qui font une somme totale trop haute par rapport à ce que les joueurs ont apporté à l'effectif. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je trouve qu'au niveau des recrutements, bah, t'as pas forcément comblé les manques que tu avais. Le premier, on le sait très bien, c'est que Pierre Sage, en fin de saison dernière, lorsqu'il a fait des interviews, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il lui manquait notamment un défenseur gaucher de préférence, mais surtout un défenseur relanceur, capable de subir la pression, d'être le premier relanceur de l'équipe. Et la vérité, c'est que tu l'as pas eu ce mercato. Moussa Nakate, c'est clairement pas un défenseur relanceur, et t'as pas eu ce profil. Donc pour moi, quand un entraîneur exprime un besoin
urgent sur un poste et que le poste n'est pas comblé pendant le mercato d'été, bah pour moi c'est un échec de ce côté-là. Et après, tu as plein de recrues. La belle recrue pour moi c'est Georges Mikotadze, arriver à recruter un buteur de ce calibre-là pour 18 millions quand on connaît le marché des neufs et la flambée des prix du marché des neufs, je trouve que c'est un très bon recrutement pour ce prix-là. Après, tu as évidemment le côté émotion et le fait qu'il connaissait le club qui t'aide à faire ce transfert-là. Mais ouais, tu as plein de transferts assez incompréhensibles. Wilfried Zaha en prêt, je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, c'est un mec, si tu lui donnes pas de la confiance, que tu l'installes pas titulaire, ça peut très rapidement partir en steak. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, c'est très compliqué de donner une bonne note au mercato lyonnais. Je pense que personne n'a compris ce qui s'est passé ce mercato. Je note aussi qu'il y a eu très peu de communication de la part de la direction. Je trouve ça assez dommage. Il y a eu très peu d'explications sur pourquoi tel choix a été fait, pourquoi tel joueur a dû partir. Après, on pourrait aussi évoquer les cas Cherki qui a été placé dans le loft, mais qui finalement risque d'être prolongé. Maxence Cacré qui a cherché les offres pendant 2 mois et qui au final risque de rester parce que il y a eu absolument aucune offre de qualité qui lui est arrivée ou les quelques offres qui sont arrivées, ça lui a pas plu. Donc ouais, c'est très compliqué de déchiffrer le mercato lyonnais. J'ai franchement très hâte qu'il y ait une conférence de presse d'un dirigeant, que ce soit John Textor, Laurent Prudhomme ou David Friot, pour qu'on en sache un peu plus sur ce qui s'est passé réellement, pourquoi tout le mercato s'est décanté les 3 derniers jours, alors que normalement le mercato d'été, t'es censé le travailler sur 2 mois. Donc ouais, pas mal de mystères, mais pour moi c'est impossible de mettre une note supérieure à 7 sur 20 à ce mercato de l'Olympique lyonnais. On enchaîne avec Toulouse. Alors Toulouse c'est un peu bizarre, parce qu'au niveau des arrivées, franchement je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Alors c'est un recrutement à la Toulouse, hein, la Football Manager, avec des joueurs qui sont très certainement inconnus pour 99% des suiveurs de la Ligue 1, mais il y a quand même des pistes très intéressantes. Charlie Cresswell, je pense que c'est une recrue pas mauvaise. Alors évidemment, il a fait un match désastreux contre Marseille, mais bon, c'est qu'un match. Joshua King, je trouve que c'est un bon buteur, voilà, qui a l'expérience. Alors après, les interrogations autour de Joshua King, c'est surtout sa condition physique. Mark McKenzie, ça peut être un bon défenseur de Ligue 1. Djibril Sidibé, je pense qu'il va faire du bien au niveau de l'expérience. Donc le recrutement est en soi pas mauvais. Par contre, le gros problème avec Toulouse, c'est au niveau des départs. Pour moi, tu as perdu beaucoup trop de cadres. Dans la même fenêtre de mercato, tu perds Logan Costa, Dalinga, Michael Dessler, Mawissa, Anthony Rouault. Pour moi, tu perds trop de cadres dans ce mercato, trop de cadres qui ne sont pas remplacés par des joueurs de même qualité. Je veux dire, c'est très compliqué de remplacer un Dalinga. Là, depuis le début de saison, tu joues avec Franck Magri. Alors, j'ai pas de problème avec Franck Magri, mais c'est quand même un ton en dessous de Dalinga. T'as Joshua King qui arrive, mais comme j'ai dit, Joshua King, on ne sait pas de quelles conditions physiques il va avoir, etc. Donc, c'est assez compliqué de ce côté-là. Au niveau des arrivées, c'est pas trop mal, mais moi, je trouve qu'au niveau des départs, il y a trop de départs de cadres du côté de Toulouse et des cadres qui n'ont pas été remplacés numériquement et surtout sportivement. Donc, pour moi, la note de Toulouse, ce sera 10, la moyenne, voilà, parce que les départs sont trop importants pour moi et les arrivées sont pas assez importantes pour compenser ces départs. Et maintenant, Le Havre. Alors, Le Havre, je trouve que c'est super compliqué à noter. Ils nous ont fait un mercato à la Le Havre, hein, comme l'été dernier, absolument 0 € dépensé sur le transfert, que des prêts ou des arrivées libres. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 arrivées intéressantes. Il y a Ilyes Ousni du PSG qui arrive en prêt, Timothée Pembele de Sunderland. Le fait d'avoir vendu Joujou, mais de le garder en prêt une année, c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'on parle de prêts et c'est compliqué de construire un effectif sur des prêts parce que c'est des joueurs qui restent un an. Le Havre n'a pas la surface financière pour acheter ces joueurs-là à la fin du prêt, donc c'est des joueurs qui vont retourner dans leur club parent à la fin du prêt. Du coup, c'est compliqué de construire un effectif qui dure sur le temps avec des automatismes. Je trouve que le départ d'André Ayou est dommage parce que c'était un joueur qui apportait, je pense, beaucoup d'expérience et qui surtout a débloqué des situations très compliquées pour le Havre. Donc je trouve que c'est dommage de perdre un joueur comme ça. Mais ouais, c'est très compliqué à noter le mercato de Le Havre. Il y a pas mal de joueurs qui sont assez peu connus, dont on ne connaît pas le réel niveau qu'ils vont avoir en évoluant en Ligue 1. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner le Havre cette saison. Autant l'année dernière ça s'est sauvé, autant cette saison, pour moi ça va peut-être être un peu compliqué. Là où le salut peut passer, c'est que je pense qu'il y a des équipes plus faibles que sur le papier. Mais voilà, à suivre. Je trouve que c'est très compliqué à noter. Franchement, il n'y a pas de gros red flag ou de gros green flag, pardon. Donc je vais mettre la note assez neutre de 11 sur 20 et j'attends de voir ce que ça va donner cette saison le Havre. On enchaîne avec Angers. Là aussi, c'est pas forcément facile à noter. Ce que je trouve bien avec Angers, c'est que t'as pas eu de gros départs, voilà, t'as pas eu de départ de joueurs cadres, donc ça c'est plutôt cool. T'as 2-3 recrutements que je trouve intéressants. Aoulou, je pense que c'est un bon joueur pour un club comme Angers. Bamba Dieng, je pense qu'il va faire du bien à l'attaque d'Angers. Donc il y a quelques petits recrutements sympas, il n'y a pas de gros départs. Par contre, je pense qu'en termes de qualité d'effectif,
ça va quand même être très très compliqué de se maintenir en Ligue 1. J'ai pas regardé les cotes de maintien, etc., mais je serais pas étonné qu'Angers soit dans les deux derniers au niveau des cotes pour se maintenir, ce qui serait plutôt logique. Donc ouais, il n'y a pas eu beaucoup de changements d'effectifs, mais je pense justement que pour se maintenir en Ligue 1, il aurait eu besoin de quelques recrutements quand même majeurs pour booster l'effectif et pour lui permettre de passer un cap et de se maintenir en Ligue 1. Donc là, dans l'état actuel, c'est difficile de mal noter le mercato parce qu'Angers fait aussi avec ses moyens et c'est pas Angers qui va lâcher des 10 millions d'euros sur des joueurs, c'est sûr. Donc je trouve le mercato en soi pas mauvais, mais dans la finalité, je pense que ça va quand même être très compliqué de se maintenir en Ligue 1. Mais on n'est pas là pour noter si Angers va se maintenir, on est là pour noter vraiment la qualité intrinsèque du mercato. Donc par rapport au mercato, moi je mets une note de 11 sur 20 à Angers, parce que franchement je trouve pas ça ultra mauvais. Je trouve ça correct par rapport aux ambitions d'Angers. On enchaîne maintenant avec Nice. Alors, Nice, le problème de Nice pour moi, bah, c'est notamment au niveau des départs. Tu as quand même Todibo et Kefrem Turam qui partent, qui étaient quand même deux pièces angulaires de l'effectif de Nice. Donc ça fait très mal. Mais pour autant, les arrivées sont pas mauvais, je trouve. Aller chercher un Jonathan Klaus qui connaît très bien Franck Hez, je trouve que c'est intelligent. Abdelmonem d'Al-Ahly, je trouve que c'est un bon joueur à aller chercher. Pareil pour Moïse Bombito, qui est un bon petit défenseur central du MLS et qui peut vraiment être très intéressant en Ligue 1. Youssoupha Moukoko, je suis un peu moins emballé par la piste que ce que j'ai pu voir notamment sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un joueur qui est peu fiable physiquement. Je ne sais pas s'il va vraiment apporter dans l'immédiat à Nice. Donc je suis perplexe. J'attends de voir pour Youssoupha Moukoko et notamment Ndombele. Bah, c'est le mystère Ndombele. On ne sait jamais sur quoi on va tomber avec Ndombele. S'il arrive à rester fit toute la saison, à rester en forme, ça peut être un joueur absolument dingue. Moi, je suis un ultra fan de Tanguy Ndombele à l'époque à Lyon, avec les contrôles orientés et tout. C'est un joueur que j'adore. Donc évidemment, s'il revient au niveau, c'est un joueur qui est ultra bon pour la Ligue 1 et qui va apporter énormément. Mais il y a cette petite interrogation par rapport à ça. Et ce qui fait que je note pas mieux Nice, c'est que je trouve que par rapport au projet Ineos, aux ambitions de Nice, qui sont pour moi quand même de jouer le podium de Ligue 1, hein, bah je trouve que c'est un peu faiblard en termes de mercato. T'as pas de grosse arrivée de joueurs qui te fait dire waouh, là t'as une plus-value sportive de dingue qui arrive. Ce joueur-là, il va être titulaire indiscutable et ça va être peut-être, ça peut être en tout cas l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je trouve qu'il manque ce côté-là et je trouve que c'est un recrutement un peu neutre pour un club comme Nice, voilà, qui a des ambitions européennes en Ligue 1. Donc pour la note de Nice, je vais mettre la note de 12 sur 20 parce que c'est pas mauvais en soi, mais il manque ce petit quelque chose pour arriver au 14-15. On passe maintenant au grand favori de la Ligue des Champions, bien évidemment le Stade Brestois. Alors je précise, je note pas le mercato avec la perspective de jouer la Ligue des Champions, parce qu'il paraît bien évident que Brest ne peut pas faire un mercato taillé Ligue des Champions avec ses finances, donc je reste sur un mercato taillé à l'échelle de Brest pour jouer le maintien en Ligue 1 notamment, parce que je pense que la Ligue des Champions m'a pas mal pompé d'énergie à l'effectif brestois, mais bon, je pense que c'est un kiff absolument immense pour les supporters brestois de jouer cette compétition, et on est très content pour vous, parce que voilà, c'est cool de voir des clubs qui ont très peu joué la Ligue, les Coupes d'Europe dans leur histoire, pouvoir kiffer, pouvoir vivre ça, donc c'est très très cool pour les supporters de Brest, on est très content pour eux. Mais pour en revenir à leur mercato, bah pour moi, tu as les trucs dommages. Après, c'était évident, hein, mais perdre un cadre comme il Brassier, ça fait mal. Steve Mounier, je trouve que c'était un joueur qui faisait du bien à l'attaque. Pareil, Martin Satriano, c'est dommage de pas avoir pu le garder pour cette année de Ligue des Champions. Après, au niveau des arrivées, eh ben, je trouve que c'est pas si mal que ça. Tu vas chercher notamment Mama Baldé à Lyon, Abdoulaye Ndiaye, qui est un très bon défenseur, je trouve, à 3. Romain Fèvre, qui revient en prêt pour t'aider. Alors, à voir comment ça va matcher. On sait pas dans quel état va arriver Romain Fèvre. Est-ce qu'il va être capable d'imprimer sa patte au Stade brestois? Mais s'il arrive et qu'il arrive à être à son niveau, je pense qu'il peut apporter énormément au Stade brestois. Et pour moi, le gros point positif de ce mercato, c'est quand même d'arriver à garder Kamori Doumbia, de le payer que 4 millions entre guillemets. Je trouve que c'est un recrutement vraiment très intéressant pour Brest parce que la saison dernière, les matchs de Kamori Doumbia, c'était quand même masterclass sur masterclass. Donc je trouve ça très bien que Brest puisse garder un Kamori Doumbia. Tu as aussi un Ludovic York qui arrive dans l'équipe et qui va faire du bien en pointe. Donc je trouve que c'est un bon mercato en soi pour le Stade brestois pour essayer de se maintenir en Ligue 1 et de kiffer la Ligue des Champions à côté. Donc pour moi, c'est une note correcte de 12 sur 20 comme Nice pour Brest. Club suivant, Saint-Etienne. Alors je sais que Saint-Etienne, les supporters ont été pas mal critiques sur le fenêtre du mercato, je crois, notamment parce que après le rachat, je pense qu'il y avait des ambitions et les supporters s'attendaient à peut-être voir un plus gros mercato que celui qui s'est déroulé là. Après, faut pas oublier que c'est une première année. Saint-Etienne remonte en Ligue 1, donc c'est compliqué de faire des folies sur le marché.
Mais honnêtement, le mercato, je le trouve pas mauvais. Alors, le gros point noir, c'est pour moi de ne pas être arrivé à conserver Cardona et Mboukou, qui étaient quand même des joueurs qui ont pas mal apporté dans ta remontée en Ligue 1. J'aurais trouvé ça intéressant de les garder, de pouvoir jouer avec eux en Ligue 1. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais franchement, au niveau des recrues, je trouve ça très intéressant. Tu vas chercher un Abdelhamid qui est quand même un 4 de vestiaire pour ta défense centrale. Moi, j'aime beaucoup le recrutement. Boakier, c'est un très bon joueur en Autriche et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire en Ligue 1. Pareil pour Miladinovic, qui était un joueur qui était très bon en Serbie, qui surnageait en Serbie. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Bon, le recrutement de Davitashvili pour 6 millions d'euros à Bordeaux, quand tu sais qu'un mois plus tard, ils sont en liquidation financière, ils descendent en N2, et que tu aurais pu l'avoir pour un prix, je pense, facilement divisé par 6, ça fait peut-être un peu mal aux fesses. Mais le recrutement, voilà, aussi, il y a du Pierre Ekwa, Brice Maubleu en second gardien, je trouve ça intéressant, même Pierre Cornu du Maccabi Haïfa. Franchement, pour un mercato de remontée de Ligue 1, je trouve ça plutôt cool pour Saint-Etienne. Après, évidemment, est-ce que ça va arriver à se maintenir? C'est une autre question. Pareil, j'ai pas regardé les cotes, mais je serais pas étonné que Saint-Etienne, niveau des cotes, soit dans les 3 relégables de cette saison. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Saint-Etienne. Je pense que ça va être compliqué de se maintenir, mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a eu un recrutement sympa et j'ai pas mal de joueurs que j'ai vraiment envie de voir évoluer à Saint-Etienne et que j'ai vraiment envie de voir évoluer en Ligue 1. Donc je vais donner la note à Saint-Etienne, pareil, de 12 sur 20, parce que pour moi c'est un mercato correct, sans flamboyance, mais sans non plus point très très négatif. On passe maintenant au Paris Saint-Germain. C'est toujours compliqué de noter un mercato du Paris Saint-Germain parce que les attentes des supporters sont tellement différentes de l'un à l'autre. J'ai vu sur les réseaux sociaux des supporters qui trouvaient que le mercato était très bien, que voilà, l'effectif était plus axé autour du collectif. J'en ai vu certains dire que Campos fallait qu'il dégage parce qu'il n'y avait pas assez de stars dans l'effectif pour jouer la Ligue des Champions. Donc c'est toujours très compliqué de noter le mercato du PSG. Donc je vais donner mon ressenti personnel. Mon ressenti personnel, c'est que le mercato du PSG, je le trouve bon sur le papier. Par contre, je trouve que ça manque un peu de profondeur d'effectif quand on connaît la nouvelle formule de Ligue des Champions où tu as 2 matchs de poule en plus. Donc tu vas enchaîner les matchs, il y a les trêves internationales entre-temps. Donc les joueurs internationaux, franchement, toute l'année, ils sont lessivés. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de blessures. Et je trouve que l'effectif manque peut-être un peu de profondeur, de qualité pour pallier à ces blessures-là et pouvoir jouer tous les tableaux, que ce soit Ligue 1 et Ligue des Champions en même temps. Après, en termes de qualité de joueur, je trouve que le recrutement est plutôt correct. Alors évidemment, tu as le départ de Kylian Mbappé, on en pensera ce qu'on en pensera, mais c'est quand même une perte importante pour le Paris Saint-Germain, simplement en termes de performance et en termes de sportif, je pense. Après, il n'a pas été remplacé par une star. On avait longtemps entendu si Mbappé part, Nasser il va aller chercher 1 ou 2 stars pour le remplacer. Non, ça n'a pas été le cas. Mais en termes de recrutement, je trouve que c'est très sympa. Tu as Désiré Doué qui voulait jouer pour Paris, voilà, qui est un très bon petit jeune. On va lui laisser le temps de se développer. Je pense pas que Désiré Doué ait un impact sportif immédiat lors de sa première saison avec Paris, mais pour l'avenir, je trouve que c'est un très bon recrutement. Pour moi, le meilleur recrutement, c'est bien évidemment Joao Neves, que tu vas chercher que, entre guillemets, 60 millions d'euros. Mais je trouve que pour un joueur de la classe de Joao Neves, et pour le coup, on l'a vu direct sur ses premiers matchs joués avec Paris, 4 passes décisives en 2 matchs, et même dans le jeu, on voit que c'est quand même un joueur avec une classe et avec un talent au-dessus de la moyenne. Donc je trouve que c'est un très bon recrutement pour Paris. Et pareil, un William Pacho, voilà, que tu vas chercher pour 40 millions d'euros en défense centrale, je trouve que c'est un bon recrutement. Donc franchement, le mercato de Paris, je le trouve pas mauvais sur le papier, les recrutements sont bons. T'as pas de gros départ à part Mbappé. Tu peux peut-être regretter le fait que Xavi Simons, l'histoire parisienne, semble être terminée. C'est un peu dommage de ce côté-là. Mais bon, voilà, tu as évacué quelques gros salaires. Le petit point noir, c'est quand même que tu as été obligé, entre guillemets, de garder Milan Skriniar, qui a quand même un salaire démesuré et un impact sportif assez faible sur le terrain. Et c'est là où, justement, le manque de profondeur se fait ressentir. Parce que pour moi, si tu enchaînes les matchs et qu'il suffit que tu aies 1 ou 2 blessures en défense centrale, bah, tu vas quasiment être obligé d'aligner un Milan Skriniar en défense centrale. Alors en Ligue 1, je pense que ça peut suffire, mais si tu alignes un Milan Skriniar en Ligue des Champions, surtout quand on connaît le calendrier du PSG en Ligue des Champions, ça risque quand même d'être un gros handicap. Donc j'ai un peu peur là-dessus sur la profondeur d'effectifs, mais les joueurs recrutés en eux-mêmes sont des joueurs de qualité. Donc pour Paris, je vais mettre une note neutre, pareil de 12 sur 20, parce que je trouve correct, mais ça aurait pu être largement mieux si tu avais comblé quelques trous dans l'effectif et que tu avais apporté un peu de magie à l'effectif. On enchaîne avec le Stade Rennais. Alors Rennes, c'est hyper paradoxal parce que je pense que si je devais noter indépendamment les arrivées et les départs, je pense qu'en termes de départ au Stade Rennais, je serais à 3 sur 20 et en termes d'arrivée, je serais peut-être à 17, 18 sur 20. Ouais, le problème de Rennes,
on va commencer par les départs, c'est que pour moi, tu perds énormément de cadres. Tu perds Benjamin de Bourigeaud, alors tu perds Désiré Doué, qui n'est pas un cadre, mais qui, pour le coup, était quand même une pépite. Alors tu le vends 50 millions, donc c'est loin d'être scandaleux, mais c'est toujours dommage quand tu es un club comme Rennes, bah, de voir tes pépites partir si tôt. Mais en niveau cadre, tu perds Benjamin Bourigeaud, tu perds Enzo Lefebvre, qui pour moi était un joueur qui avait largement le niveau pour jouer dans une équipe européenne en Ligue 1. Tu perds Martin Tarrier, tu perds Arthur Théâtre. Pour moi, tu perds beaucoup de cadres de ton effectif ce mercato. Alors oui, au niveau des arrivées, c'est très très bien. Le mercato de Rennes, je pense que c'est l'un des mercatos. Si on devait noter uniquement les arrivées, qui pour moi est top 3 de Ligue 1 très facile. Faye, c'est un bon petit défenseur central que tu vas pouvoir forger. Carlos Gomez, des meilleurs ailiers de MLS, si ce n'est le meilleur ailier droit. Albert Grunbeck, central. Moi, je suis absolument fan de joueurs. Après, j'aime beaucoup la Scandinavie, donc je suis un peu biaisé, mais je pense qu'il peut énormément apporter à Rennes. Jota sur l'aile, c'est un recrutement quasi inespéré pour moi pour un club comme Rennes qui joue pas l'Europe, parce que Jota, avant de partir et de s'enterrer un peu à l'Itihad, c'était un joueur qui pour moi était quasiment promis à des grands clubs qui jouent l'Europe. Glenn Kamara, c'est un très bon milieu de terrain qui va t'apporter de l'impact et de l'expérience. Ostigard derrière, pareil pour de la Ligue 1, je pense que ça peut être un défenseur très très solide. Donc franchement, en termes d'arrivée, je trouve le mercato de Rennes très sexy. Mais le problème, c'est que tu perds tellement de cadres. Et le problème, c'est que tu gardes Julien Stéphan, qui pour moi n'est pas forcément l'entraîneur dont Rennes a besoin avec cet effectif. Donc je pense que ça va être compliqué parce que tu as renouvelé ton effectif de A à Z et on sait que quand on renouvelle un effectif quasiment de A à Z, bah, c'est compliqué d'avoir de la continuité et compliqué d'être performant immédiatement. On le voit avec, avec le début de saison de Rennes. Donc j'attends de voir ce que ça va donner Rennes. Je suis très très hype par l'effectif de Rennes parce que je trouve qu'il y a énormément de qualité, mais je pense que ça va prendre un peu de temps à démarrer et peut-être un peu trop de temps pour jouer les places européennes en fin de saison ou au moins la Ligue des Champions. Mais en tout cas, Rennes, c'est une équipe qui me hype énormément sur le papier, si ce n'est l'équipe qui me hype le plus avec son effectif pour cette saison 2024-2025. Donc au niveau de la note, bah, j'ai pondéré les départs et les arrivées comme je l'ai dit, et on arrive à peu près à une note de 13 sur 20. Voilà, j'aurais pu mettre 10 sur 20 en mode c'est très mauvais côté départ et très bon côté arrivée, mais j'ai un peu encore un peu envie de valoriser le bon mercato au niveau des arrivées et le fait que je sois un peu hype par cet effectif. On continue avec Lens, et Lens, je trouve que c'est un mercato très sympa sur le papier. Déjà, je trouve très très cool d'être allé chercher un Will Steele. Voilà, je suis très content que Will Steele reste dans le championnat français. Ça m'aurait fait chier qu'il parte en Angleterre en D2 ou en PL. Je pense que c'était plus la D2 qui lui était promise. Mais c'est très très cool qu'il reste en Ligue 1. Donc déjà, c'est un bon recrutement. Et ce que j'aime bien à Lens, c'est que je trouve qu'il y a une continuité. Il n'y a pas eu de grands changements dans l'effectif. Au niveau des départs, tu as bien évidemment Eli Wahi qui est parti du côté de Marseille. Mais c'est un joueur qui n'avait pas non plus marqué les esprits à Lens la saison dernière. Tu arrives à le vendre 25 millions d'euros. Donc je trouve que c'est pas déconnant de le faire partir. Tu fais peut-être partir Abdoul Samed à Sunderland, qui pour moi était un bon milieu de terrain à Lens. Et au niveau des arrivées, t'apportes un peu de qualité. Anas Zarouri de Burnley. Moi j'adore ce joueur-là. Je trouve que c'est un très bon joueur et je pense qu'il peut faire très très mal en Ligue 1 et beaucoup apporter à Lens. Donc c'est plutôt cool. Tu vas chercher un Satriano du coup qui est pas resté à Brest, que tu arrives à choper. Je trouve ça plutôt cool aussi en recrutement. Malang Sarr, tu prends pas trop de risques, je pense, de ce côté-là. Johanner Chavez aussi, qui peut être un très très bon ajout à l'effectif. Donc voilà, donc le mercato sur le papier est pas monstrueux, mais ce que je trouve cool, c'est que tu as de la continuité, t'as pas perdu de gros cadres et tu as apporté un peu de qualité à l'effectif avec un entraîneur qui sait ce qu'il veut faire, qui sait où il va aller. D'ailleurs, le début de saison de Lens, et on met de côté le petit imbroglio en Conference League, qui est dommage parce que ça aurait été cool pour Lens de jouer une Coupe d'Europe. Mais en tout cas, en Ligue 1, Lens, franchement, je les vois pas loin du top 5 et je les vois même top 5 avec cet effectif, avec Will Steele qui fait du bon travail. Donc au niveau du mercato, je trouve que c'est plutôt positif. C'est compliqué de mettre une très bonne note parce qu'il n'y a pas non plus un mercato de dingue avec des arrivées folles, mais je trouve que ça mérite un 13 sur 20 très correct. Hasard de la notation, on enchaîne avec le rival lillois. Alors Lille, eh ben, j'ai envie de dire que c'est un peu la même problématique que Lens pour moi. Lille, t'as pas eu de gros chamboulements de l'effectif, t'as quand même une vente de Lenny Euro, mais bon, arriver à vendre Lenny Euro 62 millions d'euros à Manchester United, je pense que c'est une vente absolument énorme pour Lille et tu pouvais évidemment pas passer à côté de ça. Mais franchement, tu perds quasiment aucun cadre. J'ai noté Miramon que j'ai surligné parce que je trouve ça dommage qu'il ait pas pu s'imposer à Lille et qu'il soit obligé de retourner en Argentine. J'aurais bien aimé le voir évoluer en Ligue 1. Tu perds Yazice qui pour moi était pas un cadre de l'effectif mais qui était quand même un bon joueur de Ligue 1 et à chaque fois que je l'ai vu jouer avec Lille, je trouvais qu'il apportait quand même pas mal à l'effectif donc c'est dommage. Mais au niveau des recrutements, c'est plutôt cool. T'apportes de l'expérience avec Thomas Meunier, Mitchell Baker, Aïssa Mandi. Alors Aïssa Mandi, j'ai hâte de voir le niveau en Ligue 1 parce que je suis pas persuadé que ce soit le meilleur défenseur central de Ligue 1, mais au moins t'apportes
apporte un peu d'expérience à cet effectif. Et après, tu as le recrutement d'Ozame Sarawi, qui est un joueur que j'adore. Voilà, je militais pour son arrivée en Ligue 1, même pas ce mercato, mais celui d'encore avant, parce que pour moi, c'est un joueur qui a tout pour réussir. C'est un vrai dynamiteur sur son côté, c'est un vrai ailier qui va donner des frissons. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner à Lille, et je suis très content que Lille soit allé le chercher. Et il y a aussi Mathias Fernandez, voilà, qui était un buteur de la Gantoise, que j'aurais bien vu faire encore une saison à la Gantoise pour confirmer, mais je trouve ça assez sympa que Lille se concentre aussi sur la Belgique, parce que voilà, c'est un championnat que je suis énormément, et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Belgique, qui feraient énormément de bien à beaucoup de clubs de Ligue 1, donc je trouve ça cool. Donc au niveau de l'effectif, bah, tu perds pas de cadre, tu as conservé Jonathan David, alors je sais pas où ça en est niveau prolongation de contrat avec Jonathan David, mais bon, garder un Jonathan David pour une saison supplémentaire, bien évidemment, ça va te faire un bien fou, parce que c'est un buteur bah, qui va quand même empiler les buts en Ligue 1. Donc je trouve le recrutement sympa, tu as des Haraldsson qui je pense vont peut-être exploser cette saison après une première saison d'adaptation compliquée, mais c'était logique. Donc ouais, l'effectif de Lille n'a pas beaucoup bougé, je pense que ça va être une équipe vraiment pas facile à jouer en Ligue 1, et pareil dans le top 5, je pense que Lille peut faire top 5, voire même podium si tu as peut-être une équipe un peu favorite qui se casse la gueule. Donc pour moi c'est un mercato très correct de Lille, donc je vais donner la note de 14 sur 20, parce que pareil, il n'y a pas un recrutement absolument incroyable où tu te dis waouh c'est monstrueux, mais pour moi il y a de la continuité, et ça va être toujours une équipe très très solide de Ligue 1. On enchaîne avec la GIA. Alors pourquoi la GIA se retrouve si haut dans le classement? Et ben, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, premier point noir que je vais évoquer tout de suite, c'est la perte de Gauthier Hein. Je trouve ça très dommage, parce que franchement en Ligue 2, je sais plus s'il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 ou s'il était juste nominé, mais en tout cas c'était l'un des joueurs de Ligue 2 les plus importants, et je pense que s'il n'était pas là au Auxerre, à mon avis la montée aurait peut-être été compromise, donc c'est dommage de le voir partir, et franchement c'est encore plus dommage de le voir partir pour reculer d'un échelon et retourner en Ligue 2 avec Metz, mais bon tant pis. Donc ouais, c'est un départ qui va faire mal, mais pourquoi j'ai mis Auxerre si haut dans le classement? Parce que je trouve qu'au niveau des arrivées, pour un club comme Auxerre qui monte de Ligue 2 et qui n'a pas des grosses finances, et ben je trouve ça très très intéressant. Tu vas chercher un Telonus à Motherwell, tu vas chercher un Sinali Diomandé que tu arrives à avoir gratuit à Lyon et qui je pense peut être un bon défenseur dans un club comme Auxerre. Tu vas chercher un Lasso Koulibaly à Nord-Jylland pour 2 millions d'euros, qui est quand même un joueur avec pas mal prometteur et qui va t'apporter beaucoup de qualité. Et surtout pour moi le gros recrutement pour un club comme Auxerre, et franchement j'aurais pas du tout misé là-dessus, c'est que tu arrives à aller chercher Junior Ahmed Traoré à Bournemouth en prêt, et ça je trouve que c'est un énorme recrutement pour Auxerre. Je crois de tête qu'il est valorisé à 15 millions d'euros à peu près, Traoré. Donc c'est vraiment un recrutement majeur pour Auxerre, et je pense qu'il va apporter une plus-value sportive immédiate, et je trouve ça trop cool qu'un club comme Auxerre arrive à avoir le prêt d'un joueur aussi prometteur pour justement l'aider à se développer. Ça me rappelle un peu Massango à l'époque, donc je trouve ça très très cool comme recrutement. Donc pour un club comme Auxerre, évidemment si c'est Paris qui avait fait ce recrutement, j'aurais pas mis la même note, mais la note se corrèle aussi avec les ambitions du club et avec les moyens financiers du club. Pour un club comme Auxerre qui n'a pas des moyens financiers énormes, bah, je trouve le recrutement plutôt cohérent. Et franchement, je vois pas mal de gens dire Auxerre, ça va finir dans les 3 derniers, ça va être relégable, voire barragiste. Franchement, je trouve l'effectif cohérent. Tu as des joueurs de qualité, des Paul Joly, des Ravelozon, des Gaëtan Perrin. Je trouve que l'effectif est quand même de qualité pour de la Ligue 1, donc je ne serais pas étonné de les voir se maintenir cette année en Ligue 1. Et je trouve que ce serait cool parce que ça récompenserait leur mercato qui, sur le papier, est correct. Donc pour Auxerre, je mets la note de 14 sur 20, qui correspond à un bon mercato. Alors je sais que ça va faire bizarre à certaines personnes, notamment par rapport à la direction, mais je mets Nantes top 4 de ce mercato de Ligue 1, je vais vous expliquer pourquoi. Et ben je trouve pareil que pour un club qui n'a pas énormément de finances, c'est un peu compliqué, je trouve que par rapport au dernier mercato, Nantes a fait un mercato que je trouve très intéressant sur le papier. Ce que je trouve cool, c'est que pour moi tu perds aucun cadre. Alors tu perds Mepiou 5 millions d'euros, mais bon, pour Nantes, arriver à vendre un jeune 5 millions d'euros qui en plus a des problèmes au ménis, tu sais pas trop ce que ça va donner. Je trouve que la vente est pas scandaleuse. Alors j'ai mis Moussa Sissoko pardon, surligné en jaune, alors peut-être pas pour l'aspect sportif, mais peut-être parce que c'était un cadre qui apportait de l'expérience à l'effectif. Donc je trouve que tu as pas mal dégraissé ton effectif, et tu as quand même apporté de la qualité. Aller chercher un Mathis Sabline, bah, c'est top, parce que pour moi ça va être le meilleur joueur de Nantes cette saison. C'est trop cool que Nantes arrive à le garder et puisse en faire un peu son fer de lance de l'effectif. Donc ça pour moi c'est un recrutement plus pour Lens. Et au niveau des autres arrivées, Johan Le Penant, ça peut être un très bon milieu de Ligue 1 dans un club comme Nantes. Tino Kadewere, je pense qu'il va faire du bien. Pareil, dans un club comme Nantes,
Tino Kadewere, Johan Le Penant, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à jouer dans un club qui joue l'Europe comme Lyon, mais dans un club comme Nantes qui va d'abord chercher à se maintenir, je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter. Jean-Philippe Bamin, pardon, j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolé. Je pense aussi que ça va être une bonne recrue et que ça va apporter pas mal d'expérience. Donc franchement, en termes d'arrivée, je trouve que Nantes a fait un bon mercato avec ses moyens. Tu vas quand même dépenser 10 millions d'euros sur Abin, mais pour le coup, quand je parlais tout à l'heure de recrutement un peu plus qui font noter la note, bah, je trouve qu'un Abin à Nantes, pour moi, c'est le genre de mercato voilà, qui va faire prendre 2 points direct au mercato. Donc pour le mercato de Nantes, je le mets top 4 et je mets une note de 15 sur 20 parce que franchement, je trouve que le recrutement est très cohérent par rapport aux ambitions nantaises. Alors c'était peut-être un peu compliqué de le mettre au-dessus et de le mettre sur le podium, mais je trouve que la quatrième place n'est pas du tout volée. On passe maintenant au podium et en troisième position, je mets Strasbourg. Alors je sais, c'est toujours un peu compliqué de noter le mercato de Strasbourg parce qu'il y a Bluco et Chelsea derrière. Évidemment que s'il n'y avait pas ce mastodonte, Strasbourg n'aurait pas la faculté de faire le mercato qu'il a fait. Mais bon, on est là pour noter le mercato en lui-même. Et évidemment, le mercato de Strasbourg, je le trouve très intéressant sur le papier. Il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que tu perds des joueurs comme Gamero, Frédéric Gilbert. Alors, je ne les ai pas notés pour l'impact sportif, mais je trouve que l'effectif de Strasbourg est tellement jeune et tellement inexpérimenté que ça aurait été cool de garder des mecs avec beaucoup d'expérience qui auraient pu apporter à cet effectif très jeune, gérer les temps forts et les temps faibles sur un match. On l'a vu notamment face à l'Olympique Lyonnais. Je trouve que ça a manqué de cette expérience quand tu mènes 3-1 pour calmer un peu tout le monde et dire et les gars, tranquille, on mène 3-1, on casse un peu le rythme, c'est pas à nous d'avoir les crocs. Je trouve que ça a manqué de ça, donc c'est pour ça que je trouve dommage d'avoir perdu ces joueurs-là. Mais au niveau des arrivées, bah, t'as un mercato pour un club comme Strasbourg qui est, je trouve, stratosphérique sur le papier. Le fait de garder André Santos encore une année, je pense que ça va être un des meilleurs milieux de Ligue 1, André Santos, parce que je le trouve absolument monstrueux. Et tu vas chercher des joueurs, Sébastien Danasi, c'est un joueur que j'adore aussi, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le match contre Lyon, c'était déjà très prometteur. Tu vas chercher un Félix Le Maréchal, qui pour moi est un top jeune, que je trouve avoir un très gros potentiel. C'est Koumara en attaque avec Emega, t'as quand même tu peux tourner entre deux joueurs qui sont des bons attaquants de Ligue 1. Petrovic, pareil, tu vas avoir deux gardiens avec Johnson qui fait un début de saison monstrueux et Petrovic qui est un bon gardien qui joue au pied. Donc franchement, le recrutement de Strasbourg est très sympa. En plus, ils sont allés chercher un Rosenior qui va pouvoir mettre une philosophie de jeu très tournée vers l'attaque, vers la prise de risque à la relance. Donc je trouve que ça va être très sexy à suivre en Ligue 1. Et franchement, si je devais noter une équipe en surprise de Ligue 1 cette saison, un peu comme Brest, alors évidemment pas pour jouer le podium, mais franchement, à Strasbourg, si la sauce prend avec Rosenior, je pense que ça peut faire un top 7 de Ligue 1. Je serais même pas étonné de les voir top 7. Je suis très hype par cette équipe. Je pense que ça peut faire vraiment des miracles sur cette saison. Le seul truc qui m'empêche un peu d'y croire, c'est le manque d'expérience. Je trouve que pour jouer en Ligue 1, jouer les premiers plans en Ligue 1, ça manque un peu d'expérience. Mais voilà, on sait jamais si la sauce prend, que les joueurs arrivent à jouer ensemble. Bah franchement, c'est un effectif qui pour moi peut faire top 7 de Ligue 1 assez facilement. Donc très hype par Strasbourg. Je trouve le mercato très bon, donc je mets une note de 16 sur 20 à Strasbourg pour ce mercato. Le top 2 sera, je pense, une surprise pour personne, parce que je pense qu'il y a un consensus assez général sur le fait que c'est les deux meilleurs mercatos de Ligue 1. En deuxième position, je mets l'AS Monaco. Monaco, c'est un club dont on parle pas beaucoup sur le mercato. En général, on fait beaucoup de bruit autour du PLM, hein, de Paris-Lyon-Marseille, évidemment. Monaco travaille un peu dans l'ombre sans faire trop de bruit, mais je trouve que les mercatos de Monaco sont à chaque fois ultra cohérents. Là, tu perds Youssouf Fofana, mais bon, tu vas le remplacer par Lamine Camara. Je suis vraiment pas sûr que tu perds au change. Le seul petit bémol, c'est que tu perds un Wissam Ben Yedder, qui était quand même un serial buteur. Alors, tu as Mbolo et Balogun encore dans ton effectif, mais ils n'ont pas la même garantie sportive que Ben Yedder. Mais voilà, au niveau des recrutements, c'est encore très bon. Comme je l'ai dit, tu vas chercher un Lamine Camara. Moi, j'adore ce joueur et je suis persuadé que ça peut être l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 en évoluant à Monaco. Jordan Tézé sur le côté droit, tu vas chercher un petit latéral pour 10 millions d'euros qui était très bon au PSV et qui va largement faire le taf chez toi. Christian Mawissa à Toulouse, bah, on a tous vu la fin de saison de Christian Mawissa. C'était une évidence qu'il partirait de Toulouse et on voulait qu'il reste en Ligue 1, donc c'est très bien qu'il aille à Monaco. Tu arrives à l'attirer pour 16 millions d'euros, c'est top. Thilo Kerrer, ça t'ajoute de l'expérience derrière. Georges Ilenikena, 17 millions, c'est peut-être un peu cher, mais au moins tu vas chercher un buteur où tu t'assures l'avenir après Mbolo et Balogun.
Balogun, Paris Brunner, très bon recrutement pour l'avenir. Tu le prêtes un an à ton club enfant au Cercle Bruges pour qu'il puisse s'aguerrir, avoir du temps de jeu, c'est parfait. Non, franchement, le mercato de Monaco, pour moi, il n'y a aucune fausse note, hein, et on le voit déjà sur ce début de saison, ça tourne bien. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions Monaco, parce que je trouve que tu as un effectif ultra complet. La défense, elle est solide. Devant, t'as Mbolo et Balogun qui sont quand même censés être des bons buteurs. T'as du Golovin, du Minamino derrière, Zakaria, Lamine Camara. Franchement, je trouve l'effectif ultra complet. Je pense que Monaco, sur le papier, ça doit faire top 3 de Ligue 1 avec Paris et le club dont je vais parler juste après. Donc voilà, donc c'est très très bien. C'est un mercato à la Monaco. Je ne me voyais pas le mettre en dehors du top 2 parce que pour moi, il n'y a aucun club dans la liste d'en dessous qui a fait un meilleur mercato que Monaco. Donc Monaco, c'est un 17 sur 20 pour moi. Et enfin, le meilleur mercato de Ligue 1, selon moi, évidemment, c'est l'Olympique de Marseille. Je pense que ce sera une surprise pour personne, tellement le mercato est inespéré pour un supporter de l'Olympique de Marseille. Franchement, j'aimerais trop qu'on puisse revenir dans le passé et qu'on puisse dire aux supporters de l'Olympique de Marseille, juste après qu'ils aient fini 8ème de Ligue 1, et leur montrer le mercato et leur dire vous allez faire ce mercato cet été. Je pense qu'absolument personne n'y aurait cru et tout le monde aurait cru à une blague ou à un prank. Donc ouais, donc c'est exceptionnel. Rien qu'aller chercher Roberto De Zerbi, bien évidemment, quand tu joues pas l'Europe, c'est exceptionnel. Et après, tout le mercato qui s'est déclenché par rapport à ça, je vais pas tout répéter parce qu'on connaît tous le mercato de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, Lilian Brassier, ça va être un bon défenseur. Mason Greenwood, si on laisse de côté l'extra sportif, même si je considère personnellement que c'est compliqué de laisser côté l'extra sportif pour une telle affaire, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais sportivement, bien évidemment, on l'a vu sur les premiers matchs, ça va être un des meilleurs joueurs de Ligue 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis absolument fan du recrutement de Pierre-Emile Højbjerg parce que je trouve que c'est un milieu qui va tellement apporter à l'Olympique de Marseille, expérience, volume de jeu. Pour moi, c'est le milieu parfait. Je serais même pas étonné que ce soit l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, tout poste confondu à la fin de la saison. Tu vas chercher du Ismaël Koné, niveau potentiel, voilà, c'est cool. Neil Maupay en doublure d'Eli Wahi, tu as recruté 2 gardiens. Alors au niveau des gardiens, je suis peut-être un peu perplexe. Je pense qu'aller chercher du Roulier et du Delange, c'est pas des gardiens premium pour moi. Je n'aurais pas été contre faire une saison de plus avec Paul Lopez et le mercato prochain aller vraiment chercher un gardien de qualité pour potentiellement jouer la Coupe d'Europe. Voilà, mais bon, on fera l'affaire avec ça. Au niveau des départs, bah, c'est bien parce que tu es arrivé à séparer de pas mal de gros salaires. Je veux dire, c'est quand même assez improbable de refiler du Iliman Ndiaye pour 18 millions d'euros, du Ismail Assar pour 16 millions d'euros, pardon, 15 millions d'euros, Vitinha pour 16 millions d'euros, même Samuel Gigot pour 3 millions d'euros, Jonathan Klaus pour 5 millions d'euros. Tu es arrivé à quasiment te séparer de tous tes boulets et tu as fait un recrutement de fou. J'aurais pu mettre 20 sur 20, j'ai enlevé 2 points, j'enlève 1 point. Alors Veretout finalement qui risque de partir à l'Olympique Lyonnais au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est pas encore officiel. J'enlève 1 point pour la gestion du loft et la gestion du cap Mbemba, parce qu'au final Mbemba, on ne sait pas s'il va partir, et s'il reste et qu'il reste dans le loft, ça fait quand même un gros salaire dans le loft, et je trouve que cette gestion a été un peu bizarre. Voilà, ça a un peu entaché ce mercato marseillais, et je trouve dommage que ça mette un peu le boxon dans tout ça, c'est dommage. Et j'enlève 1 point, je suis obligé d'enlever 1 point pour l'extra sportif de Mason Greenwood parce qu'il faut le noter sans pour autant faire un drama parce que comme je l'ai dit c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je trouve que c'est un recrutement qui mérite de perdre 1 point sur le côté extra sportif, notamment parce que ça en parle tout le temps. Dès que Mason Greenwood fait une bonne performance, ça va parler de l'extra sportif à côté, ce que je trouve normal, mais du coup ça entache un peu ce mercato, c'est difficile de mettre 20 sur 20 parce que ça va générer des débats, ça va générer des questions, conférences de presse. Voilà, c'était attendu quand tu recrutes un mec comme Mason Greenwood avec les affaires qu'il a eues, hein, c'est logique. Donc voilà, compliqué de mettre 20 sur 20. J'enlève 1 point pour la gestion du cap Mbemba et j'enlève 1 point pour le recrutement sur le côté extra sportif de Mason Greenwood, mais tu gagnes tellement sportivement, je pense, que du côté de la direction de Marseille, c'est pour ça que le calcul a vite été fait et qu'ils ont choisi de prendre Greenwood. Voilà, ça fait la note de 18 sur 20. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est le meilleur mercato de Ligue 1. Maintenant, à voir ce que ça va donner, parce que je pense que si j'avais fait la notation du mercato de l'été dernier, je pense que le mercato de l'OM aurait aussi été très bien noté, parce que des Iliman Ndiaye, Ismail Assar, je trouvais ça très sympa comme recrutement, et finalement, ça a été un gros four. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Le début de saison est quand même pas mal prometteur. Si l'OM fait pas top 3 de Ligue 1 avec cet effectif, avec ce mercato, ce sera quand même un très très gros échec sur le papier. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, vous avez le classement complet à l'écran avec le podium Marseille, Monaco, Strasbourg.
N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du classement. Alors prenez en compte que c'est une notation totalement subjective. Je me suis pas pris la tête des heures à ajuster point par point. C'est plus histoire de discuter du mercato. Voilà. Si votre club a 12 et que vous jugez qu'il a 13, je pense je pense que ça veut dire qu'on a globalement le même avis. Mais je serais très curieux que vous me donniez votre classement à vous. Alors peut-être pas complet, mais en commentaire, donnez-moi, je sais pas, les 3 meilleurs mercato et les 3 pires mercato de Ligue 1. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer au final, parce que je pense qu'il y a des clubs sur lesquels j'ai pas mal duré, mais en tout cas, c'était très très cool. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.